Avant de commencer cette vidéo l'équipe, j'ai une chose à vous dire, je vous fais gagner une édition de NBA 2K20 sur Xbox et sur PS4. Tout se passe sur mon Instagram pour savoir comment gagner. Je vous laisse aller voir, le lien est dans la description et on passe à la vidéo. Et ouais, c'est pas encore Noël, mais moi je fais le taf. Salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo prédiction NBA en retard d'à peu près une semaine, 2 semaines, 10 jours, peut-être 15 jours. J'avais fait mes prédictions NBA, je les ai notées. Ils sont propres avant la saison. Mais je me suis rendu compte en regardant mes anciennes prédictions que ce que vous aimez faire, c'est de prendre mes prédictions et les juger après 2 semaines, 1 mois, 4 mois et après même la saison. Je me suis dit, au lieu de faire la vidéo et vous laisser juger, bon, on va juger ensemble. Et comme vous aimez quand je me trompe, cette vidéo s'appelle les 8 prédictions que j'avais pour cette saison NBA qui se sont déjà pas bien passées. À la fin de la vidéo, je vous donne mon top 8 à l'Est et mon top 8 à l'Ouest. Comme ça, au moins vous l'aurez. Et c'est celui avant que les matchs NBA aient commencé. Donc bon, je suis pas très confiant pour certaines équipes. La vidéo ce que je pense de ton équipe NBA arrive très vite, donc pensez à vous abonner. Et on est parti pour mes prédictions qui sont déjà tombées à l'eau. Prédiction numéro 1 sur l'équipe la plus populaire en NBA. J'avais tort au sujet des Lakers en me disant qu'ils auraient besoin de temps pour apprendre à jouer ensemble. Ils sont aujourd'hui à 4 victoires et seulement une défaite face aux Clippers. En ce début de saison NBA, vous allez m'entendre beaucoup de fois répéter l'idée de se trouver en tant qu'équipe. Et les Lakers se sont trouvés. Ils vont être des tauliers en défense. Ils sont 2e au pourcentage de tir de l'adversaire. Ils sont 1er en efficacité défensive, 1er en bloc par match et 3e en points par match encaissé. L'identité défensive, elle est trouvée. Ça se passe autour de LeBron James qui a décidé de recommencer à jouer en défense, Anthony Davis et à l'intérieur, Dwight Howard qui renaît, Javel McGee qui est toujours une présence défensive à l'intérieur de la raquette. À l'extérieur, t'as des vétérans comme Avery Bradley et Danny Green et Rajon Rondo revient. Alors si offensivement, il va avoir du mal à trouver un petit peu son poste, défensivement, il n'y aura pas de souci pour Rajon Rondo. Ils font faire beaucoup d'erreurs aux équipes d'en face parce que les Lakers sont 2e en NBA en ballon perdu par l'adversaire. Et en face, quand ils sont en attaque, ils prennent des tirs simples. Ils sont 2e au pourcentage de réussite au tir. Ça, c'est parce qu'ils tirent beaucoup dans la raquette, ils tirent proche, ils tentent pas beaucoup de 3 points, les Lakers. Ils sont 26e en tir à 3 points tentés. Et je pense pas que cette stat va beaucoup augmenter. Danny Green va les mener à distance, mais derrière, c'est des gars qui vont tenter des shoots simples. Donc voilà, les Lakers se sont déjà trouvés. Ça, c'était ma première chose. Deuxième sujet sur lequel j'avais tort, en ce début de saison NBA, j'avais prévu que les Suns soient encore une fois horribles et pas intéressants à regarder. Et c'est là où j'ai oublié tout ce que je connaissais sur le basketball pour les équipes jeunes comme les Suns. Pour les équipes jeunes comme les Suns, vous avez pu m'entendre répéter plein de fois que c'est le genre d'équipe qui ont besoin d'une petite injection de vétérans qui vont prendre un peu ce leadership et qui vont organiser tout ça. Aaron Baines à l'intérieur est en train de renaître depuis le départ de DeAndre Ayton et Ricky Rubio est en train de mettre son empreinte sur cette attaque et sur cette défense. Pas forcément sur le niveau des stats, mais au niveau du ballon qui tourne, au niveau des opportunités qui sont en train de tourner. Devin Booker est en train de confirmer que c'est une superstar dans une équipe qui peut gagner, parce que mon seul doute auparavant c'était que Devin Booker fasse des stats sur une équipe qui perde, c'est pas intéressant, mais là il montre que ça peut être un joueur qui est superstar dans une équipe gagnante. Et au milieu de tout ça, Aaron Baines shoot à 48% à 3 points parce que t'as Devin Booker qui prend des doubles teams, Ricky Rubio qui distribue, t'as un Kelly Oubre qui est toujours disponible pour couper au panier et aller dunker ça. Les Suns viennent d'avoir une victoire contre les Clippers, battre les 76ers qui n'avaient aucune défaite, ils ont perdu de très peu face aux Jazz et aux Nuggets, c'est 2 teams absolument respectables à l'Ouest, et ils vont jouer à domicile pendant les prochains matchs, les Hawks, les Celtics, les Pelicans, les Wizards, les Mavs, les Wolves et les Grizzlies. C'est plein de matchs qui sont prenables, et ça m'étonnerait pas qu'ils prennent 4 de ces 7 matchs. Je suis très intéressé du côté des Suns de voir le retour de DeAndre Ayton après sa suspension, après être suspendu. Je sais que cette équipe a besoin de s'améliorer au rebond. Ils sont vraiment pas top au rebond. En général, c'est ça les problèmes des équipes jeunes. Peut-être que Ayton peut améliorer ça. On passe au troisième sujet sur lequel j'avais tort et on reste à l'ouest. Et on va dans une équipe qui était aussi pas en playoff. Et j'avais comme idée que les Mavericks étaient encore trop jeunes pour accrocher une place en playoff. Je dois m'excuser. Les Mavericks sont bien plus avancés aujourd'hui sur leur reconstruction que ce qu'ils n'étaient censés être. Enfin, vous me comprenez. Alors l'année dernière, Luka Doncic arrive, ils sont en train un petit peu d'essayer Luka Doncic. Mince, il est en train de fonctionner. Ok, ça fonctionne pas avec Dennis Smith Jr. On envoie Dennis Smith Jr. On récupère Kristaps Porzingis. On espère qu'il va mieux. On prend notre temps avec lui. Kristaps Porzingis revient. Luka Doncic est un Rookie of the Year absolument historique.
Kristaps Porzingis en début de saison montre qu'il est à 100%. Il vient de faire une vingtaine de blocs contre les Cavaliers. Il les a traités comme ses enfants. Et j'en ai vu assez de la part de Luka Doncic avec sa progression déjà sur sa deuxième année pour vous dire qu'il y a moyen que Luka Doncic gagne un titre de MVP pendant sa carrière. J'ai adoré les quelques minutes où on a pu voir Boban et Kristaps Porzingis sur le même terrain. Alors ça ralentit beaucoup les Mavericks, mais par contre à l'intérieur ça va pas scorer. Et de l'autre côté, cette équipe jeune des Mavericks qui est menée par un jeune qui a à peine 20 ans, eh ben ils font des choses très bien que des équipes jeunes ne font pas bien d'habitude. Ils sont top 5 en rebond offensif. Ils sont seulement 8e en ballon perdu par match. Et ils sont aussi 8e en passes décisives par match. C'est une équipe qui ne tient pas que sur son MVP Luka Doncic. Le ballon bouge et c'est des choses qu'une équipe vétéran fait bien. Le rebond, les passes décisives, peu de pertes de balles. Du coup, les Mavericks, je suis assez optimiste pour eux. Plus que ce que je ne l'étais il y a 2 semaines. Quatrième chose sur laquelle j'avais tort, et c'est sûrement la plus grande. Alors là, j'ai pas pu être plus à côté de la plaque que ça. J'avais prévu, en début de saison, que les Warriors aillent en playoff. Du coup, là c'est mal. Alors c'est un désastre à San Francisco, Kevin Durant quitte l'équipe, Klay Thompson est blessé, ensuite c'est Draymond Green, Steph Curry, D'Angelo Russell, et on se retrouve avec une équipe de Ligue 3 qui s'affiche à San Francisco, dans cette nouvelle arena. Je sais pas comment ils vont remplir ce stadium chez les Warriors. Du coup clairement viser les playoffs dans la conférence Ouest avec l'effectif qu'ils ont, c'est une tâche absolument difficile. Maintenant moi ce qui va m'intéresser pendant ces playoffs, c'est de regarder un petit peu le coaching de Steve Kerr et aussi de tout le groupe de coaching staff et tout le groupe de développement des joueurs chez les Warriors pour voir ce qu'ils font avec ces jeunes, parce qu'il y a quand même des jeunes intéressants. Et je vais faire une vidéo entière au sujet des Warriors, donc oublie pas de t'abonner pour ne pas louper ça, et je vais parler un petit peu de leur futur dans cette vidéo. Pour vous dire en bref, le gros problème des Warriors, ça commence d'abord défensivement. Ils sont 29e dans la ligue, juste devant les Rockets, parce que les Rockets sont clairement les pires de la NBA, en points encaissés à l'intérieur de la raquette. C'était leur défaut pendant qu'ils gagnaient des titres, et maintenant c'est leur défaut pendant qu'ils grattent le fond de la conférence Ouest. Et offensivement, c'est plus les mêmes. Les Warriors sont 20e en tir à 3 points tentés par match, et 19e en tir à 3 points rentrés par match. J'osais croire que Steph Curry allait porter cette équipe en playoff cette année, et du coup je me suis trompé, et ça va être un petit peu délicat pour les Warriors, et j'en ferai une vidéo entière, et on passe au 5e point. Pour le 5e point, on se dirige à l'Est, c'est bon, on se dirige à l'Est, et je me suis énormément trompé au sujet du Heat. Et mon avis sur le Heat il y a 2 semaines, c'était que Miami n'avait pas de direction, n'avait pas de sens de développement avec Jimmy Butler aux commandes. Après avoir regardé les Heat, le Heat, parce que sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Si tu dis les Thunder ou les Heat, tu te fais trucider. Mais ça, c'est autre chose. Et les Américains, ils disent de toutes les manières. Ils disent the Warriors ou the Heat. En tout cas, à Miami, ils ont bien trouvé leur identité. Et elle est tellement claire. Et dans une conférence Est qui est un petit peu fragile, le Heat peut gagner des matchs chaque soir. Les deux dont on parle beaucoup, c'est Tyler Hero qui vient de sortir de cette draft, qui sort du banc et qui peut inscrire une quinzaine de points par match, et Kendrick Nunn qui sort de G-League, et depuis le début de la saison, il a 22 points de moyenne. Défensivement, il est carré. Offensivement, il peut créer son shoot, chose que peu de joueurs peuvent faire aujourd'hui en NBA. Il tourne à 44% à 3 points et 2 interceptions par match. C'est un cadeau béni pour le Heat, pour développer leur équipe pour le futur. Ce que je vois dans cette identité, c'est que Jimmy Butler et Eric Spoelstra se sont très bien trouvés. Ça va être des chiens en défense, et tout le reste de l'équipe suit défensivement. Ils sont premiers en perte de balles infligées à l'adversaire, ils sont premiers au rebond en NBA, 4e en pourcentage du tir de l'opposant. Alors quand tu vas jouer à Miami, et si c'est le lendemain d'une soirée à Miami, parce que les Rockets, je sais que vous avez sûrement pas fait que dormir dans votre hôtel, tu te retrouves à shooter pas beaucoup et pas bien chez le Heat. Et offensivement, stratégiquement, c'est riche, et à côté de ça, t'as un Jimmy Butler qui peut créer son shoot ou sortir le ballon à des Dragic, sortir des ballons à des Nunn, sortir des ballons à des Hero, et ça peut rentrer des tirs ouverts. Et pour le reste des noms que j'ai pas cités, ce que j'aime beaucoup dans cet effectif du Heat, c'est que quand je vois un nom, je sais directement ce qu'il va faire. Il n'y a pas de doute sur son rôle. Alors si moi, loin, en regardant de temps en temps le Heat jouer, j'ai pas de doute sur les rôles de ces joueurs, ça veut dire que dans ce vestiaire, c'est carré. Je vois Bam Adebayo, je sais ce qu'il fait. Je vois Myers Leonard, je sais ce qu'il fait. Je vois Goran Dragic, je sais ce qu'il fait. Kelly Olynyk, même chose. Même s'il joue des minutes limitées, je sais ce qu'il fait. 6e sujet sur lequel j'avais complètement tort au sujet de cette saison NBA. Alors je pensais que à Utah, l'arrivée de Mike Conley, c'était la clé pour le Jazz pour passer à autre chose, pour avancer.
Bon, Mike Conley a l'habitude de mal démarrer ses saisons NBA. Si vous regardez ses stats sur les mois d'octobre, en général, il est pas génial. Et là, on change pas à la règle. Il est à 12 points par match au lieu du 21 points de la saison dernière, 28% à 3 points au lieu de 36% la saison dernière. Et encore une fois, à voir Utah, celui qui donne une chance de gagner un match, celui qui a les clés pour faire gagner un game à lui tout seul, ça reste Donovan Mitchell. Et c'est là où, encore une fois, en faisant mes prédictions, j'ai oublié le basket que je connaissais. Je me suis dit que ce joueur en plus, qui est une star, mais pas une superstar, serait la clé pour avancer. Alors que non, encore une fois, ce basketball, surtout en NBA, c'est un jeu de star qui est basé sur l'efficacité de ce joueur, ce numéro 1. Et ce numéro 1, il n'a pas changé même avec l'arrivée de Mike Conley. Ce numéro 1, c'est Donovan Mitchell. Et c'est lui vers qui Dan Snyder peut se tourner et lui dire un soir, Donovan, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu ailles en claquer 40. Du côté de Mike Conley, j'ai pas de doute, il va revenir un petit peu dans sa forme et c'est tout ce qu'on demande en fait à Mike Conley. Je pensais en arrivant à Utah qu'il allait s'améliorer parce qu'il aurait des meilleurs joueurs autour de lui. Mais en fait, c'est pas ce que je vais lui demander maintenant. Ce que je vais lui demander, c'est de jouer seulement au niveau normal qu'on a pu voir pendant toute sa carrière. Parce qu'il nous a tout donné à Memphis. On peut pas voir mieux que ce qu'on a vu de Mike Conley auparavant. Mais il est quand même mieux entouré. Il a des shoots un petit peu plus ouverts. Il faut simplement que ses shoots rentrent et que défensivement, il reste le Mike Conley qu'on a connu. Mais pour ce qui est de la clé de cette équipe, on sait très bien, c'est Donovan Mitchell. Et j'en avais douté il y a 2 semaines. Et la 7e et dernière chose qui me tient absolument à cœur sur cette saison NBA, et là où je me suis clairement trompé, je pensais que Frank Ntilikina allait trouver sa place aux Knicks. Et c'est pas que la faute de Frank. Maintenant que j'y repense, en faisant cette prédiction, je me basais sur plusieurs choses qui étaient pas stables. Déjà, ce que j'ai vu en pré-saison entre RJ Barrett et Frank Ntilikina, qui était pas trop mal. Et je me basais sur le fait que peut-être que les Knicks apprendraient de leurs erreurs et verraient comment mettre Frank Ntilikina dans une bonne situation pour bien jouer, pour peut-être marquer et pour être le meilleur défenseur qu'il peut être. Mais du coup, non. Mais je me rappelle que croire en le coaching staff des Knicks, c'était là mon erreur. Aujourd'hui, l'intérêt pour les Knicks, parce que clairement le futur de Frank Ntilikina ne les intéresse pas, ce serait de faire monter sa valeur avant la trade deadline et peut-être l'échanger. Mais encore une fois, on dirait pas que ça les intéresse d'améliorer leur équipe. On voit des matchs où ils rentrent très peu, où ils rentrent même pas en début de saison, et ensuite, après blessure, ils se retrouvent à jouer beaucoup, mais scorent peu, voire même pas, mais défensivement, ça reste le Frank Ntilikina qu'on connaît. Alors moi, j'ai plus envie de croire que Frank va devenir le sauveur de ces Knicks, parce que clairement, il ne croit pas en lui. Le plan, c'est RJ Barrett ou rien. Du coup, je vais changer ma prédiction de cette saison. Je vais dire que Frank Ntilikina va trouver sa place, mais pas chez les Knicks. Et je demande, s'il vous plaît, encore une fois, les Knicks, s'il vous plaît, tradez Frank Ntilikina. Est-ce que vous pouvez vous débarrasser de ce joueur qui a le plus de valeur aujourd'hui en NBA que par rapport au futur? Si vous continuez à le mettre sur le terrain et qu'il marque 2 points, 4 points, 2 points, 4 points, vous allez perdre toute la valeur que Frank a aux yeux des autres équipes. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires, mettez des hashtags FreeNtilikina. Quand vous voyez des performances horribles des Knicks, répondez hashtag FreeNtilikina. Il faut qu'on trade ce joueur. Alors dites-moi dans les commentaires aussi, qui vous aimeriez voir récupérer Frank Ntilikina? Moi, j'adorerais voir Frank intégrer la rotation des Spurs. Je suis sûr qu'en remplacement derrière un Dejounte Murray, des John Murray, des Ronte Murray, j'adorerais le voir sous l'aile de Greg Popovich ou d'une autre équipe qui sait ce qu'elle demande de Frank Ntilikina. Du coup, c'est pas au Knicks où ça se passera et j'espère que pendant la saison, ce sera avec une autre équipe. Peut-être que les Rockets vont se dire « Ah, on a peut-être besoin d'un défenseur ». Ça serait intéressant d'aller chercher un backup pour Russell Westbrook. Enfin bref, j'ai osé croire en les Knicks, c'est ma faute, je mérite d'être puni. Voilà l'équipe, c'était mes 7 prédictions qui sont déjà fausses en ce début de saison NBA. Je vous partage mon tableau des playoffs, les 8 côté ouest et les 8 côté est que j'avais avant ce début de saison. Alors bien sûr, j'ai fait ce tableau avant le début de saison NBA, je n'ai plus confiance en certaines équipes. À l'ouest, j'avais Utah en premier et Denver en deuxième parce que c'est 2 équipes qui jouent très bien à domicile. Pour Denver, je suis beaucoup moins en confiance, je pense que Utah non plus ne vont pas finir premier. Ensuite j'avais les Clippers, et les Clippers ça tourne bien, je pense qu'ils vont finir 3e parce que Kawhi Leonard va pas jouer les 82 matchs et ni Paul George, donc ils vont perdre quelques matchs sur la route. Ensuite j'avais les Rockets, ça va être un petit peu délicat, je pensais pas que ça allait être aussi dur défensivement. J'avais ensuite les Lakers, moi je pensais que les Lakers ils allaient prendre un peu de temps à trouver qui ils sont, mais là je pense qu'ils peuvent très bien finir dans le top 3 à l'ouest maintenant. Ensuite j'avais Portland et j'avais ensuite les Warriors, clairement les Warriors en numéro 6 je crois ou 7.
je pense que je vais aller me brosser avec cette prédiction. Et je finissais mon top 8 avec les Spurs, parce que clairement je ne peux pas sortir une équipe de Greg Popovich qui a récupéré des John Temeray. Des John Temeray. Lonnie Walker, Lamarcus Aldridge, DeMar DeRozan, même si c'est pas une équipe avec qui tu gagnes un titre NBA, je pense que c'est une équipe bien coachée qui peut gagner un tour de playoff face à la bonne équipe. Du côté de l'Est, j'avais les Bucks, les 76ers, les Pacers, les Celtics, les Nets, le Heat, les Raptors et le Magic. Pas de Hawks, pas de Pistons, pas de Bulls, pas de Wizards et surtout pas de Knicks. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors je vous rappelle que c'est mes prédictions 2 semaines avant le début de la saison et pas maintenant que je vois les Warriors se démanteler complètement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, je vais faire une vidéo entière sur les Warriors. Allez sur mon Instagram pour peut-être gagner une copie de NBA 2K20 sur PS4 ou sur Xbox. Et pour tout le reste, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!